On va parler de la vidéo, du pouvoir de la vidéo. La vidéo est omniprésente aujourd'hui, ça nous savons, avec des formats qui sont spécifiques pour chaque plateforme. Mais comment un contenu de qualité peut-il faire la différence? On va laisser la parole à l'un de nos partenaires également, directeur marketing chez RTL AdConnect. C'est Jean-Baptiste Modjo qui prend la parole maintenant pendant une vingtaine de minutes. Vous pourrez donc là aussi utiliser le fil pour pouvoir lui poser vos questions. Je me ferai le relais après son intervention. Le pouvoir de la vidéo content, c'est maintenant pour cet événement Marketing Day. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ces Marketing Day. Et en effet, on va encore une fois parler de vidéo, de total vidéo même, puisque au-delà de la télévision, la vidéo est aujourd'hui consommée partout, sur toutes les plateformes, et on y passe un temps considérable. Et on va voir ensemble comment les annonceurs peuvent profiter de ces contextes vidéo, et notamment les contextes de qualité, pour maximiser l'impact de leur campagne publicitaire. Alors on avait préparé un certain nombre de slides pour soutenir. Voilà, on va pouvoir démarrer, merci beaucoup. Donc, juste pour me présenter, je suis en effet Head of Marketing chez RTL AdConnect, qui est la régie internationale du groupe RTL. On représente à l'international toutes les chaînes du groupe RTL, M6 en France, RTL en Allemagne. Et on fait vivre ces entreprises à l'international. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de l'impact et du pouvoir de la vidéo, et notamment de ces fameux contenus qualité qu'on produit au sein du groupe RTL. Et pour en parler, on va l'aborder sous trois angles. Le premier, c'est l'angle de la consommation. Combien de temps on passe devant de la vidéo, sur quelle plateforme, qu'est-ce qu'on regarde? Le deuxième angle, c'est l'impact des contenus et l'impact des contextes publicitaires sur les campagnes. Et enfin, on va parler de simplification et de comment résoudre la complexité de cet écosystème vidéo, puisque la consommation se fragmente et il faut arriver à rendre tout ça plus simple pour les acheteurs et plus accessible. Mais parlons d'abord des points de contact, du temps qu'on passe dans la vidéo, et parlons de conso. Et si on parle de conso vidéo aujourd'hui, comme le disent les anglo-saxons, il faut adresser the elephant in the room, l'éléphant dans la chambre, qui est la crise du Covid, très clairement, parce qu'elle a un impact considérable sur le temps qu'on passe à regarder de la vidéo. Les gens ont été chez eux la majeure partie de l'année et ils ont passé beaucoup plus de temps à consommer de la vidéo que ce qu'on avait prévu au départ, de la Chine aux États-Unis en passant par l'Europe. On estime que les consommateurs vont passer entre guillemets 4 heures à 6 heures par jour à regarder de la vidéo. Et c'est entre plus 3% et plus 14% au-dessus de ce qu'on avait estimé au début d'année. Donc la consommation de vidéo explose, et elle explose sur toutes les plateformes. Et quand je parle de toutes les plateformes, on peut regarder le détail un peu de notre conso vidéo selon les marchés. Évidemment, la télévision représente toujours la majeure partie de la vidéo qu'on va consommer, qu'elle soit consommée en linéaire, donc de la manière classique, ou en délinéarisé, en différé. Et puis, on va avoir une consommation digitale de vidéos en ligne qui va s'ajouter à cette consommation de télé. Nous, on la catégorise sous deux formes principales. Premièrement, les formats longs, la vidéo à la demande. Et deuxièmement, les formats plus courts qu'on va consommer sur les plateformes sociales, YouTube, Facebook, Instagram et consorts. Voilà, qu'on appelle la vidéo sociale. C'est ces trois grandes catégories qui forment, selon nous, ce qu'on appelle l'écosystème total vidéo. C'est un terme un peu technique. Et si on regarde aujourd'hui les composantes de cet écosystème total vidéo et comment elles ont évolué cette année suite à la crise du Covid, on va démarrer par la télé. La conso de télé, on sait, elle a explosé dans l'ensemble des pays d'Europe. Dès le premier confinement, on a gagné en moyenne 81 minutes de télé par jour et par personne dans les plus gros pays européens. Et cette augmentation de la conso télé, elle s'est résorbée, mais elle s'est maintenue au-delà des niveaux de l'année 2019 jusqu'en septembre. Et là, on voit évidemment un reconfinement et un redémarrage de cette conso de télé dès le mois d'octobre, et une réexplosion au mois de novembre avec le reconfinement général qu'on observe en Europe. Donc ça, c'est vraiment l'effet Covid sur la télé, une explosion de la conso télé.
Si on parle maintenant de la vidéo digitale, on a choisi de l'aborder sous l'angle des écrans de consommation, puisque jusqu'à la crise du Covid, on considérait que les smartphones étaient les écrans principaux sur lesquels on allait consommer de la vidéo, parce que c'est très pratique, parce qu'on a la 4G, bientôt la 5G, on est en mobilité, dans les transports en commun, on peut consommer des contenus courts. Sauf que en 2020, malheureusement, la mobilité a un peu disparu et on s'est retrouvé avec un changement de paradigme de consommation de vidéo, un changement d'écran. Au lieu de se tourner vers leur smartphone, les consommateurs se sont davantage tournés vers leur écran de télévision connecté pour aller voir de la vidéo à la demande. Et c'est pour ça que sur le long terme, on pense que la télé connectée va être l'écran sur lequel on consomme le plus de vidéos à l'avenir. Et ça a été assez largement induit par la crise du Covid, mais pas seulement. Il y a également une évolution structurelle qui est due à l'augmentation de l'offre et de la demande pour les plateformes de vidéo à la demande. Netflix, Amazon Prime, Disney+, on a de plus en plus de contenu disponible en vidéo à la demande et la consommation augmente année après année. On est à 1h10 aux États-Unis, on est à près d'une heure sur les marchés européens. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que cette audience de la vidéo à la demande est une audience qui est assez exclusive, qui regarde moins la télévision on va dire que l'ensemble du public. Donc on a vraiment un incrémental de consommation vidéo qui se fait sur ces plateformes de vidéo à la demande. Le revers de la médaille pour la VOD, c'est qu'avec de plus en plus de plateformes qui se lancent et de plus en plus d'offres, les consommateurs, s'ils veulent avoir accès à tout le contenu qu'ils recherchent, ils sont obligés de s'abonner à plus d'une plateforme. Aux États-Unis, on est déjà au-dessus de 3 abonnements par foyer en moyenne. Au UK, on est près de 2,5 et en Europe, on est déjà au-delà d'un. Le souci, c'est que ces abonnements coûtent cher et particulièrement dans un contexte de crise où on fait de plus en plus attention à nos dépenses, on est de moins en moins prêt à payer 10, 15 euros de plus par mois pour avoir accès à une nouvelle plateforme de vidéo à la demande. Et donc ce marché de la VOD par abonnement, il va être assez rapidement challengé par une nouvelle série de plateformes qui vont se lancer, qui sont des plateformes qu'on appelle AVOD, c'est-à-dire de la vidéo à la demande, qui est sponsorisée par la publicité. Donc, un peu comme des plateformes de replay, des plateformes où on va aller pouvoir consommer des contenus, donc des films, des séries, en format intégral, sans payer, et en échange de visionnage de publicité. On parle de plateformes comme Peacock, Pluto TV, Tubi, Crackle, qui sont les grands concurrents de Netflix, Amazon et Disney+ demain. Et quand on interroge les consommateurs, on voit qu'ils sont assez prêts à regarder de la publicité si c'est pour pouvoir consommer plus de contenu, autant aux États-Unis qu'au UK que sur les marchés d'Europe continentale. Voilà pour la VOD et on va pardon, je vais passer ça. Et on va terminer par la partie plus sociale, puisque l'univers des réseaux sociaux, c'est énormément fragmenté et c'est une dynamique qui est également indépendante de la crise du Covid, mais qui va être renforcée par cette crise du Covid. Si on prend l'état du marché en 2015, la conso de réseaux sociaux se faisait essentiellement sur la plateforme principale qui était Facebook. Aujourd'hui, à chaque audience de la plateforme, puisqu'on est dans un écosystème plus fragmenté, avec Instagram, avec Snapchat, avec Pinterest et surtout avec TikTok, qui a connu un record de téléchargement pendant le premier confinement et qui s'est lancé très largement sur les marchés internationaux. Dernier point sur les médias sociaux. Qu'est-ce qu'on regarde comme type de vidéo sur les médias sociaux? Alors, on regarde plus que... Anciennement, on regardait surtout des tutos de make-up ou des vidéos de gens qui jouaient à des jeux vidéo. Aujourd'hui, l'offre de contenu sur ces plateformes sociales, elle a largement évolué et on va aussi consommer une grande partie de contenus médias, des contenus médias professionnels, alors qui viennent soit de la télévision, des médias traditionnels, soit de médias qui sont natifs sociaux. Je pense à des marques comme Combini, Brut, mais qui représentent aujourd'hui en tout 40% des minutes passées à regarder de la vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà pour la partie consommation. La publicité, ce n'est pas seulement de l'audience, c'est également de l'efficacité, puisqu'au final, on recherche des résultats et on recherche un vrai impact publicitaire. Et on va s'intéresser à l'intérêt d'apparaître autour de contenus qu'on va qualifier de premium, professionnels, de qualité, sur les campagnes publicitaires. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. La première, elle est très empirique et on peut utiliser des études dites de neurosciences, à savoir qu'on va brancher des électrodes sur le cerveau de quelques cobayes consommateurs et on va leur montrer des pubs.
on va leur montrer les mêmes publicités dans un contexte qui est dit de qualité et dans un contexte qui est dit de mauvaise qualité. C'est Integral Ad Science qui a fait cette étude aux États-Unis avec 50 personnes. Et ils ont utilisé leur système de notation de la qualité des médias et des médias en ligne et des contenus en ligne pour justement tester le contexte premium par rapport au contexte moins premium. Et ils ont étudié comment réagissait le cerveau des personnes avec qui ils ont fait l'expérience pour voir si la même pub était plus appréciée dans un contexte de qualité. Et en effet, sur une publicité qui est similaire, on a plus d'appréciation, plus d'engagement et plus de souvenirs publicitaires dans des contenus premium. Ça, c'est pour la partie cérébrale. Deuxième étude, c'est une chercheuse qui s'appelle Karen Nelson-Field, qui est australienne, et qui a créé un espèce de post-test géant, en gros, qui a exposé à peu près 5000 consommateurs à 60 000 pubs différents, à la télé, sur Facebook, sur YouTube et en BVOD, ce qu'on appelle Broadcast Video on Demand, qui est le replay, donc les plateformes type Sisplay. Et à chaque fois, elle a mesuré un index qu'elle appelle STAS, qui est les gens qui ont été exposés à la pub et qui ont effectivement acheté, ou les gens qui n'ont pas été exposés et qui ont acheté aussi, pour faire le différentiel entre ces exposés et non exposés. Et elle en a conclu deux choses. La première, c'est que la télé et le replay avaient le plus gros impact immédiat sur cette intention d'achat. Et le deuxième enseignement de cette étude, c'était que la télé et le replay avaient également l'impact qui durait le plus longtemps, puisqu'elle a relancé les simulations d'achat à 7 jours, à 30 jours, à 100 jours même. Et on voit qu'à 100 jours, après l'exposition à la publicité, les consommateurs étaient toujours impactés positivement en termes d'intention d'achat. Troisième étude qui a été faite en Angleterre pour tester la complémentarité justement de la télévision et du replay, qui sont deux contextes de qualité vidéo. Et on voit que le replay a ce pouvoir d'ajouter de l'incrémental en termes d'efficacité sur l'affinité de marque quand les deux supports sont utilisés concomitamment. Et enfin, dernière expérience là, faite sur YouTube, on est également en post-test. Et en fait, on a testé deux types de contextes. Un achat de campagne sur YouTube en général, où on a utilisé les chaînes de manière non transparente, donc l'ensemble des contenus YouTube, et un achat de campagne sur, on va dire, une liste de chaînes choisies à la main, justement pour leur qualité, avec des influenceurs professionnels, du contenu qui était modéré. Et on a testé l'appréciation des consommateurs sur une même campagne, mais sur ces deux univers très différents, contenu généralisé ou chaîne sélectionnée. Et en termes d'appréciation, on est évidemment au-dessus quand le contexte est plus favorable et plus premium. Donc, ce n'est pas seulement le nombre de contacts qu'on va arriver à générer, ce n'est pas seulement le temps passé, c'est également la qualité des contacts et qui est très largement dépendante de la qualité du contexte d'exposition à la pub. Dernier point qu'on voulait mentionner, c'est celui de la fragmentation. Puisque aujourd'hui, nous qui venons de l'univers télé et qui sommes des diffuseurs, on sait qu'on a la majeure partie de la consommation de vidéos, on sait qu'on a des contacts de grande qualité. En revanche, on a un problème de fragmentation. La télé est toujours un business qui est très local et pour les acheteurs, c'est beaucoup plus facile de passer par un GAFA, un Google ou un Facebook qui lui a une offre unique et de la techno qu'ils peuvent déployer au niveau mondial. En fait, c'est comme quand vous allez faire vos courses, vous pouvez acheter dans plein de boutiques différentes parce que la qualité est meilleure, mais vous gagnez quand même énormément de temps en passant dans une grande surface. Donc c'est un peu le challenge qu'on doit adresser et auquel on doit répondre pour les acheteurs médias aujourd'hui. Et on le fait de plusieurs manières. La première manière, c'est de le faire avec de la technologie, à savoir faire la même chose que ce que font les GAFA, utiliser des plateformes technologiques uniques pour proposer l'ensemble de notre inventaire vidéo en ligne dans tous les pays via une supply-side plateforme unique qu'on a appelé chez RTL Connect VMP Connect. Donc c'est voilà, un vrai point d'achat unique, un one-stop shop, comme on dit en anglais, pour permettre d'accéder à tous ces contenus de qualité qui sont fragmentés par pays et par plateforme. La deuxième solution, c'est de créer des offres intégrées autour d'un contenu unique. Et ça, on peut le faire puisque notre contenu
finalement, vit au travers de plateformes très différentes. Si je prends l'exemple d'Incroyable Talent, Got Talent au UK, c'est un programme qui est diffusé à la télé avec une audience phénoménale. Je crois qu'au Royaume-Uni, c'est 10 millions de téléspectateurs par épisode. Il est également disponible en replay sur les plateformes propriétaires et il est également disponible sous forme d'extrait sur YouTube. Et en fait, par le biais d'opérations spéciales où on va faire du placement produit, du contenu de marque, on va arriver à faire vivre une campagne sur toutes ces plateformes et par conséquent de toucher un maximum d'audience sur toutes ces plateformes puisque on sait qu'on a de l'audience incrémentale sur YouTube et en replay de gens qui ne regardent pas forcément la télévision. Un cas qu'on a également lancé récemment pour faire vivre ces opérations spéciales dans des pays différents, c'est le cas de TikTok, le cas de TikTok qui s'est lancé en Europe en utilisant la télé. Alors, ce qui est assez marrant pour une marque qui est brandée très jeune et positionnée vraiment sur une audience qui est très sociale, ils ont, pour développer le réseau, utilisé la télé. Ils ont utilisé un contexte qui est très particulier, qui est celui de Love Island, un programme qui cartonne en Angleterre et en Allemagne. C'est une télé-réalité où des couples doivent se former. Et ils ont vraiment intégré la marque au cœur du programme avec les candidats qui utilisaient l'application pour faire des vidéos, qui commentaient en live ce qui se passait dans la série. Et encore une fois, en créant un point d'accès unique pour une marque comme TikTok, on arrive à résoudre le problème de la fragmentation et à créer des campagnes similaires dans plusieurs pays différents autour d'un contenu unique. Donc, pour conclure, la consommation de vidéos, elle est en augmentation, elle est même en explosion avec la crise du Covid. La télé représente toujours la majeure partie de ce qu'on va consommer en vidéo, mais la vidéo à la demande et la vidéo consommée sur les réseaux sociaux est également en forte augmentation. Pour parler d'impact, l'impact du contenu premium, à savoir scripté, professionnel, modéré, sur l'état d'esprit des consommateurs, sur leur appréciation et même sur l'intention d'achat, est prouvé par de multiples études, d'où l'importance de choisir des contextes premium pour dégager le maximum de retour sur investissement. Et enfin, arriver à résoudre la complexité et la fragmentation de l'écosystème est un challenge qu'on adresse nous chez RTL AdConnect en donnant aux annonceurs et aux agences un point de contact unique pour entrer dans tous les pays et pour faire de la pub sur toutes les plateformes et en développant des technologies qui nous permettent d'acheter depuis un point central, depuis une plateforme centrale sur toutes les plateformes.